Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire SICO-CRC, décryptage du dispositif de crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Donc, je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel et j'ai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour votre information, cette conférence durera 30 minutes et nous prendrons 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Savoir que vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire, donc sur le module questions qui se situe juste en face de votre écran. J'en profite également pour vous dire que on vous enverra donc le replay à la suite de ce webinaire et que vous pourrez retrouver la présentation directement sur la plateforme Webikeo. À noter aussi qu'il y aura également 2 sondages qui vous seront posés au cours du webinaire et les experts donc prendront le temps de bien commenter les résultats. Alors, on peut passer du coup aux intervenants du jour. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter donc Laïla El-Wali, qui est experte fiscaliste chez Heming. Bonjour Laïla. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Et donc Thomas Yvan, market leader chez Heming également en agronomie, biodiversité, agroalimentaire. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors, agronomie, biodiversité, agroalimentaire et bien-être animal. Mais c'était trop long, alors on a réduit pour cette slide. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. On peut passer à l'agenda du jour, s'il te plaît. Alors, donc, nous débuterons par un aperçu des caractéristiques principales du SICO pour que vous puissiez bien comprendre son cadre réglementaire et son fonctionnement. Ensuite, nous passerons à un cas pratique concret qui vous permettra de voir étape par étape le déploiement d'un projet éligible. On abordera ensuite les étapes clés de la contractualisation en nous arrêtant sur les conditions de facturation, le calcul du SICO et les justifications nécessaires. Nous verrons ensuite l'articulation entre le CIR et le SICO afin de bien comprendre leur complémentarité. Et enfin, nous conclurons par les points clés à retenir pour que vous puissiez repartir par une vision claire et opérationnelle du SICO. Voilà, donc désormais, je vais vous passer la main à Laïla. Merci Chloé. Concernant les caractéristiques principales du SICO, nous allons voir quels sont les points saillants à retenir. Concernant le champ d'application du SICO, pour rappel, c'est un dispositif qui a été mis en place suite à l'arrêt du doublement des dépenses qui était prévu initialement au titre de la sous-traitance publique dans l'assiette du CIR. Et du coup, suite à cet arrêt, est entré en vigueur le 1er janvier 2022 le SICO qui est basé principalement sur la réglementation européenne. Il s'adresse aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, comme pour le CIR, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus. Le point important à retenir, c'est que les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, Thomas vous présentera la définition de cet organisme, ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec l'entreprise, c'est-à-dire détenir plus de 50% des droits de vote de l'entreprise ou vice-versa, pour l'entreprise qui détiendrait des droits de vote dans le capital de l'organisme. Concernant le taux du SICO, il va varier selon la taille de la société, 40% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, et 50% pour les PME au sens communautaire. C'est là où on voit qu'il ne vient pas pallier tout à fait cet arrêt du doublement initialement prévu dans le CIR, qui du coup, on prenait 60% de la facture des organismes publics de recherche initialement. Là où c'est intéressant, c'est que le dispositif a un plafonnement à 6 millions d'euros de dépenses, et si l'entreprise venait à plafonner l'assiette du SICO, il est prévu par la doctrine fiscale la possibilité de prendre en compte le restant des factures dans l'assiette du CIR. Pour rappel, le plafond de la sous-traitance CIR est à 10 millions d'euros. Je passe la main à Thomas qui va vous parler du déploiement du SICO en pratique. Merci beaucoup, Laïla. Comme vous avez pu le voir, on a un programme qui est assez dense, assez chargé pendant ces 30 minutes. Donc, on va peut-être aller pour vous un peu trop vite sur certains points, mais surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre avec Laïla. Et si éventuellement, on n'a pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous potentiellement de façon nominative pour répondre à ces questions-là. Le but aussi de ce webinaire-là, indépendamment de l'aspect théorique dont vous a présenté les premières briques, Laïla, c'était de replacer ce dispositif aussi dans une frise temporelle, aussi dans quelque chose de concret, de pratique. Qu'est-ce qu'on entend par déploiement du SICO? Cette première slide a cet objectif-là, cette vocation de vous présenter de façon très concrète le déploiement d'un SICO.
Comme vous pouvez le voir, le SICO suit finalement deux grandes phases. La première étant centrée sur le montage du projet et la contractualisation. La deuxième phase du SICO, du déploiement du SICO, est elle axée plutôt sur le suivi du projet, la déclaration d'un ou de plusieurs SICO, puis la justification des SICO qui sont déclarés. Par abus de langage, on va utiliser systématiquement dans le cadre de ce webinaire la dénomination SICO. Sachez que CRC peut également être retrouvé et utilisé dans certains textes. Mais SICO, c'est plus chantant. Donc, on a décidé de choisir SICO. Ces deux grandes phases-là que je viens de vous présenter, donc une sur le montage, l'autre sur la déclaration et la justification, sont elles-mêmes jalonnées par plusieurs temps forts qui sont là représentés par les carrés. On va bien entendu, comme premier temps fort, retrouver la caractérisation du projet, c'est-à-dire est-ce que mon projet est éligible en termes de portée de recherche. Ensuite, une fois qu'on a identifié un projet, c'est l'identification de mon partenaire, l'identification de l'ORDC. Et enfin, la contractualisation avec ce partenaire-là, la contractualisation avec l'ORDC. Ça, ce sont les grands temps forts de ce qu'on a appelé montage du projet et contractualisation. Par expérience, cette phase-là de montage de projet et contractualisation se déroule sur une temporalité allant de 1 à 6 mois. Pareil, c'est notre expérience et nos retours d'expérience. N'hésitez pas dans le chat à nous donner vos retours d'expérience sur cette phase-là de contractualisation, si elle est potentiellement plus courte ou plus longue que ces 6 mois que nous, on voit sur le terrain. Une fois qu'on a initié le projet, il faut qu'on apporte une attention toute particulière aux factures émises par l'ORDC. Pourquoi? Parce que c'est ces factures-là qui serviront pour le calcul du SICO et qui serviront également d'éléments justificatifs de votre SICO. Enfin, dernière précision, notons que quelle que soit la date de votre clôture fiscale, le SICO se calcule, tout comme le crédit impôt recherche, toujours sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. J'en ai déjà parlé. Une fois qu'on a vu le déploiement, je dirais, de façon concrète du SICO, qu'est-ce qu'on va regarder en premier lieu? On va tout d'abord regarder si le projet de recherche que nous souhaitons mener correspond bien à un projet de recherche éligible au titre du SICO. C'est-à-dire, il faut qu'on regarde si les activités que je vais confier à mon ORDC, que je vais confier à mon partenaire, répondent bien à la définition d'activité éligible au SICO. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces définitions. On retrouve finalement 3 grandes définitions qui sont la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Et là encore, on va venir faire le lien avec le crédit impôt recherche. C'est-à-dire que les définitions des activités éligibles au titre du SICO sont exactement les mêmes que les définitions des activités éligibles au titre du crédit impôt recherche. Donc, si je résume, si un projet est éligible au titre du crédit impôt recherche, il le sera également au SICO. Une fois que vous avez validé la portée recherche de votre projet mené en collaboration, ce projet-là va être détaillé dans l'annexe scientifique et technique du contrat que vous allez nouer avec votre partenaire. Et au-delà de la présentation, je dirais, synthétique du projet, cette annexe scientifique et technique proposera le détail des phases du projet et la responsabilité de chacun des acteurs dans le cadre du projet dans la réalisation de ces phases. C'est important d'avoir ce niveau de précision, ce niveau de granulométrie. Pourquoi? Parce que l'annexe scientifique servira également in fine de document justificatif du SICO que vous allez déclarer. Donc, finalement, pour justifier le SICO, on va se baser tant sur les factures de votre RDC que sur l'annexe scientifique et technique. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Ça paraissait clair. Un dernier point à avoir en tête. Et là, c'est une subtilité du SICO. Et on est bien placés tous autour de cette table virtuelle pour savoir que la France aime les subtilités fiscales. Si dans le cadre d'une activité que vous réalisez, vous sous-traitez une activité nécessaire à votre activité de recherche à un prestataire qui est agréé au titre du crédit impôt recherche. Et là, je reviens sur le crédit impôt recherche. Vous sous-traitez une activité nécessaire, typiquement la réalisation de tests physico-chimiques assez standards. Cette activité-là nécessaire sera éligible au titre du crédit impôt recherche, c'est-à-dire que la facture liée à la sous-traitance de cette activité nécessaire sera éligible au titre du crédit impôt recherche. À l'inverse,
cette même activité, lorsque vous allez la confier à un ORDC dans le cadre du SICO, ne sera pas éligible au titre du SICO. Donc là, le crédit impôt recherche est potentiellement plus incitatif, plus intéressant. En tout cas, vous avez un retour sur investissement plus intéressant via le crédit impôt recherche lorsque vous sous-traitez une activité nécessaire que via le SICO. C'est une des premières subtilités dont on va vous parler aujourd'hui entre le SICO et le crédit impôt recherche. Je vais passer assez rapidement sur la notion d'ORDC. On sait qu'on a certains ORDC qui sont présents ce matin dans le cadre de ce webinaire-là. On a parlé avec Leïla des ORDC. Finalement, qu'est-ce que couvre un ORDC? Quelle est la définition d'un ORDC? Là, on vous a remis, selon le bulletin officiel des impôts, la définition officielle d'un ORDC. Finalement, les ORDC couvrent les acteurs de droit public ou de droit privé, ça arrive, dont l'objectif premier est d'exercer des activités de recherche ou de diffuser les résultats de ces activités de recherche. Dans le cas d'acteurs de droit privé, ces derniers doivent réaliser à titre prépondérant des activités non économiques. J'insiste sur le fait non économique, ce qui exclut de fait les sociétés commerciales. Donc, vous pouvez avoir des ORDC de droit public, mais également de droit privé. Dans cette liste des ORDC qui est consultable sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on va notamment retrouver la plupart des universités françaises et également beaucoup de CHU. Là, on vous a fait un mapping assez grossier. Je vous l'avoue, mes compétences en PowerPoint étant limitées. C'est déjà pas mal. On vous a fait un mapping assez grossier avec certains ORDC qui couvrent le territoire français, mais pas que. On a certains ORDC à l'étranger et notamment en Irlande, par exemple, qui a été le premier ORDC agréé SICO. Pour revenir et pour finir sur cette notion d'ORDC, aujourd'hui, on a 200 ORDC qui sont agréés SICO. On en a 194 sur le territoire français. 8 organismes étrangers. C'est un agrément qui est valable pour 3 ans. Et encore une subtilité, l'agrément SICO n'est valable que si l'ORDC est également agréé au titre du crédit impôt recherche. Ainsi, si l'ORDC est agréé SICO, il est forcément agréé au crédit impôt recherche. Par contre, si un ORDC a un agrément SICO et son agrément crédit impôt recherche n'est plus valable, dans ces cas-là, il n'est plus agréé SICO non plus. Et je vais repasser la main, après cette session un peu plus pratique, à Leïla. Merci Thomas. Concernant, après avoir vu du coup l'aspect plutôt technique avec Thomas, l'une des conditions substantielles pour pouvoir bénéficier du SICO, c'est la contractualisation. Et donc, c'est pourquoi on voulait vous poser une petite question. C'est vrai que je suis allé un peu vite sur le passage des slides. Le premier sondage qu'on vous propose aujourd'hui, c'est est-ce que vous concluez finalement un contrat systématiquement avec vos partenaires organismes de recherche lorsque vous initiez un projet de recherche collaborative? Vous avez à peu près 30 secondes pour répondre à ce sondage qui va s'afficher normalement à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage-là. Je suis désolé, nous n'avons pas prévu de petite musique d'ascenseur pour vous faire attendre Tu peux la faire. Durant la réalisation de ce sondage. Non, je ne vais pas me lancer ce matin. Du coup, on peut peut-être fermer les votes, Chloé, pour avoir les retours et ensuite présenter la slide initiale. C'est que ça bouge encore, mais… On va attendre. Suspense. Attention. Allez, je vais fermer les votes. Merci Chloé. Merci. Allez à Jacques Taest. Donc, à ce premier sondage, je répète la question, concluez-vous un contrat systématiquement avec vos partenaires organismes de recherche? Vous êtes 71% à avoir répondu oui, je conclus systématiquement un contrat, et 29% non. Finalement, on a 29% des répondants qui aujourd'hui ne sont pas couverts par un contrat et donc, de fait, ne peuvent pas déclarer de crédit impôt collaboratif. Tout à fait, parce que du coup, comme je le disais, une des conditions substantielles, c'est la conclusion d'un contrat collaboratif entre l'entreprise et le partenaire, du coup, ORDC, vont être éligibles au SICO les contrats qui sont conclus depuis le 1er janvier 2022, donc date de création et d'entrée en vigueur de ce dispositif, jusqu'au 31 décembre 2025. Pour le moment, on a toujours une temporalité, mais on n'est pas à l'abri
au titre de la prochaine loi de finances, de voir potentiellement ce dispositif prorogé. Sur cette slide, on va s'intéresser principalement aux conditions dites juridiques pour ensuite s'intéresser aux conditions liées à la facturation. Il y a 5 conditions qui sont cumulatives. Ça signifie que s'il manque une seule de ces conditions, la dépense ne sera pas éligible au SICO. Au titre des conditions juridiques, le contrat il doit prévoir l'objectif commun poursuivi par les parties et non pas que l'objectif poursuivi par l'entreprise. Il doit prévoir la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et l'ORDC au sein de l'annexe scientifique notamment. Fixer les modalités de partage des risques qui peuvent être financiers, scientifiques, technologiques, mais également le partage des résultats, donc des résultats communs, bien entendu, qui ne peuvent pas appartenir en totalité à l'une ou l'autre des parties. C'est-à-dire qu'il doit être prévu soit un partage de la propriété intellectuelle à 50-50, ou alors il peut être prévu un partage à hauteur des apports financiers ou intellectuels des parties. Donc ça, c'est possible, mais il faut que ce soit précisément déterminé dans le contrat ou dans une annexe au contrat collaboratif. Et enfin, au titre des conditions juridiques, le contrat doit permettre aux ORDC d'un droit de publication des résultats de leur propre recherche conduits dans le cadre de la collaboration. Bien entendu, on ne vise pas ici tout ce qui sera secret et confidentiel. Ensuite, on peut passer à l'une des questions que l'on retrouve souvent depuis la création de ce dispositif, c'est quid de l'éligibilité des contrats lorsqu'ils ont été signés antérieurement au 1er janvier 2022 et qui, du coup, on aurait encore des factures émises, par exemple, au titre de l'exercice 2023 ou 2024. Eh bien, dans ces cas-là, la doctrine administrative est venue prévoir une tolérance pour ces contrats-là. C'est la signature d'un avenant, du coup signé à compter du 1er janvier 2022, qui doit réunir les conditions précisées précédemment, ainsi que les conditions que je vous présentais liées à la facturation. Et il doit porter sur des travaux de recherche nouveaux, non mentionnés dans le contrat de collaboration antérieurement conclu, du coup, antérieurement au 1er janvier 2022. Donc ça, c'est un aspect très intéressant, notamment lorsqu'il vous reste encore des dépenses éligibles et du coup des enjeux liés au SICO postérieurement au 1er janvier 2022. Concernant les modalités financières à vérifier, elles sont de 3 ordres. Dans un premier temps, la facturation émise du coup par l'ORDC doit s'effectuer au coût de revient, c'est-à-dire sans marge commerciale, et l'ORDC doit être en mesure de fournir tout justificatif probant à l'entreprise pour démontrer qu'il n'y a aucune marge commerciale appliquée. Nous, d'ores et déjà, ce qu'on vous préconise, c'est d'intégrer une clause sur ce point-là, une clause juridique dans le contrat. La deuxième condition, c'est qu'il doit y avoir un partage des coûts qui soit prévu et qui doit être à minima de 10% supporté par l'ORDC et 90% supporté par l'entreprise. C'est un minimum pour l'ORDC, c'est-à-dire qu'il peut supporter plus, mais s'il supporte moins ou voire s'il refacture 100% de la collaboration à l'entreprise, eh bien, la dépense ne pourra pas être éligible au SICO. Ce sera de facto de la sous-traitance CIR. Si jamais on a un contrat avec plusieurs ORDC, le critère agréé, SICO, le critère des 10% va s'apprécier sur la base des contributions de l'ensemble des organismes de recherche partis au contrat et donc agréés au SICO, et non pas individuellement par organisme. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, c'est que la facturation doit porter sur des coûts admissibles. Et bien entendu, à la prochaine slide, on vous a listé ce qu'on entend par coût admissible. Donc, c'est issu d'une définition européenne prévue dans la réglementation européenne. Et donc, au titre des coûts admissibles, on va retrouver les frais de personnel, chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet ou pour l'activité concernée, les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet, les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure aussi également qu'ils sont utilisés pour le projet. Pour ces deux catégories, on vise bien entendu les dotations aux amortissements pratiquées par les organismes de recherche
et donc du coup qui peuvent être refacturés à l'entreprise partenaire. Il y a aussi également les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances, des brevets achetés éventuellement ou pris sous licence, et enfin les frais généraux additionnels et autres frais d'exploitation. Par exemple, au titre des frais généraux additionnels, on retrouve les frais de mission du personnel recherche. Ces coûts admissibles, et ça c'est un point très important et qu'on retrouve très peu en pratique, doivent être identifiables à la fois dans le contrat de collaboration via une annexe financière, mais également et idéalement sur les factures délivrées par les ORDC. Et là, je te passe la main pour un petit sondage à dire. Magnifique teasing pour notre prochain sondage. Je vous promets que c'est le dernier. Deuxième sondage, notamment en lien avec la dernière présentation de Laïla et sa dernière slide. Dans le cas d'une collaboration de recherche, est-ce que vous prévoyez une annexe financière détaillée lorsque vous concluez ce contrat, lorsque vous réalisez cette contractualisation? Normalement, le sondage est également ouvert à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et on voit bien que le détail de cette annexe financière est particulièrement important, voire est le point le plus important à avoir en tête lorsqu'on veut déclarer du SICO. Et surtout, on voit que c'est une des questions qui revient souvent. On commence tout juste à avoir des premières demandes d'information, pas encore de contrôle sur place sur le SICO, mais on voit que c'est un point d'attention de l'administration fiscale et ce sur quoi elle questionne énormément les entreprises qui ont déclaré et qui souhaitent bénéficier notamment d'un remboursement immédiat du SICO. Complètement. Vous avez encore quelques secondes pour répondre à ce magnifique sondage. Et le sondage est clôturé. Et merci. Donc, à cette question, prévoyez-vous une annexe financière détaillée lors de la conclusion du contrat avec votre partenaire? Pour le coup, on a une majorité de bons élèves, voilà, sans dénigrer les autres. On est à 64% de répondants qui déclarent effectivement prévoir une annexe financière détaillée contre 36% qui ne le font pas. Il n'est pas trop tard pour ceux qui ne le faites pas. En tout cas, ayez ça en tête pour vos prochains contrat de partenariat. On va dérouler le reste de la présentation. Il nous reste 10 minutes à peu près de présentation pour revenir sur les points les plus importants finalement d'un point de vue du SICO. Là, on vous propose une slide plutôt de respiration. En tout cas, c'est un exemple d'une annexe financière qui vient détailler pour un projet de recherche dont le coût total s'élèverait à 200 000 €, avec une répartition de ce budget entre 80 000 € pour l'entreprise et 120 000 € pour l'ORDC. On voit que dans le cadre du contrat de partenariat, l'ORDC vient ici détailler par poste de dépense ces 120 000 €, notamment en prévoyant 85 000 € pour les coûts chargés de personnel, 5 000 € pour les frais informatiques, 15 000 € pour les frais généraux, etc., etc. C'est effectivement ce niveau de détail-là que les organes de contrôle vont attendre pour pouvoir contrôler et pour pouvoir valider les éventuels SICO qui sont déclarés sur la base de ces annexes financières-là. Donc, ayez vraiment, et on le répète encore, mais ayez bien en tête qu'il faut détailler poste de dépense par poste de dépense dans le cadre de cette annexe financière, dans le cadre du contrat de contractualisation, pour pouvoir ensuite déclarer, calculer, puis déclarer un SICO qui serait sécurisé. Et nous allons arriver à la dernière slide plutôt de calcul du SICO. Finalement, le SICO est assez simple dans son calcul. Si vous avez, par exemple, un historique, ou en tout cas une expérience sur du calcul du crédit impôt recherche, le SICO est relativement simple. On va venir considérer les factures de l'ORDC sur lesquelles on va déduire les subventions publiques perçues par l'entreprise, perçue par les sociétés, et on va également venir déduire les aides publiques perçues par l'ORDC. Donc, les factures moins les subventions publiques de l'entreprise, moins les subventions publiques de l'ORDC, ça va nous donner cette assiette de dépenses éligibles. Et ensuite, le SICO sera de 40% pour les ETI et grandes entreprises ou 50% pour les PME. Et là, vous me voyez arriver avec une autre subtilité.
Effectivement, là, c'est les modalités de calcul du SICO. Quid d'une facture d'un ORDC agréé SICO, que je peux donc de facto considérer aussi dans le calcul de mon crédit impôt recherche. Aujourd'hui, vous voyez que si vous considérez cette facture dans le SICO, vous êtes obligé de déduire également les aides publiques perçues par l'ORDC. Sachant que si vous valorisez cette même facture dans le crédit impôt recherche, vous n'êtes pas dans l'obligation de déduire les aides publiques perçues par l'ORDC. Donc, dans certains cas, la valorisation d'une même facture est plus intéressante via le crédit impôt recherche que via le SICO. En fait, tout va dépendre de ces fameuses aides publiques perçues par l'ORDC dans le cadre de ce projet-là. Si l'ORDC a été largement subventionné pour réaliser ces tâches éligibles au SICO et donc éligibles au titre du crédit impôt recherche, il est souvent plus intéressant de valoriser la facture de l'ORDC dans votre crédit impôt recherche, et là je me mets à la place de la société, que dans votre SICO. C'est une petite subtilité à avoir en tête lorsque vous déclarez votre crédit impôt recherche ou votre SICO. C'est une règle de calcul en tout cas à avoir en tête. Et je relaisse la main à Leïla pour les obligations déclaratives du SICO. Merci Thomas. Concernant les obligations déclaratives, pas de difficulté. Il s'agit du même CERFA que pour la déclaration CIR ou C2I, c'est-à-dire vous devez télédéclarer le CERFA 2069 ASD et cette déclaration spéciale doit être souscrite au même moment que le dépôt de votre relevé de solde si vous êtes passible de l'IS ou de la déclaration annuelle de résultats si vous êtes passible de l'impôt sur les revenus. Il y a une troisième annexe à compléter si vous déclarez du SICO qui comporte simplement un listing des différents ORDC avec lesquels vous collaborez, leur numéro SIREN et du coup le montant associé. Et bien entendu, cette déclaration est transmise au service du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Concernant l'articulation CIR-SICO, on en a parlé un petit peu tout le long, c'était notre fil conducteur. On a fait quelques comparatifs avec le CIR, mais là, on vous a réuni les points saillants de l'articulation des deux dispositifs. Donc, bien entendu, le SICO est non cumulable, que ce soit avec les aides directes ou indirectes, dont le CIR, sur les postes de dépenses portant sur la même assiette. C'est-à-dire que, en fonction de la qualification effective de la dépense, ce sera soit valorisable à la sous-traitance CIR, soit à la recherche collaborative. Mais pour rappel, dans le cadre du CIR, la recherche collaborative est également admise et éligible. Et donc, dans ces cas-là, la société devra faire le choix soit de prendre en compte la facture dans l'assiette du CIR, soit dans l'assiette du SICO. Elle est prise en compte, les dépenses SICO sont prises en compte dans le cadre de l'appréciation du plafond global du crédit d'impôt recherche de 100 millions d'euros de dépenses, au-delà duquel le taux passe à 5%. Et comme l'a dit Thomas auparavant, il faut être agréé CIR pour être agréé SICO. Le point important, et c'est issu d'une question que l'on a souvent, dès qu'on est en présence d'un projet collaboratif pour lequel l'entreprise partenaire engage des frais internes, par exemple des frais de personnel, éligibles au CIR, est-ce que l'entreprise doit de facto prendre la facture de sous-traitance dans l'assiette du CIR s'il s'agit de recherche collaborative? Eh bien non. L'entreprise peut prendre, bien entendu, les dépenses internes dans l'assiette du CIR et avoir du coup le choix de prendre en compte la facture, soit dans l'assiette du CIR, soit dans l'assiette du SICO. Et bien entendu, elle peut faire le choix, si c'est plus avantageux, de prendre la facture dans l'assiette du SICO. Merci Leïla. Je te repasse la main pour conclure. Je vais finir. Rapidement, si vous devez retenir 4 questions à vous poser avant le déploiement d'un SICO, avant de déclarer votre SICO, ce sont ces 4 questions-là. Mon projet est-il un projet de recherche? Mon partenaire avec qui je veux réaliser ce projet est-il un ORDC agréé au SICO? Existe-t-il ensuite un partage des coûts et de la connaissance avec mon partenaire? Et enfin, la facturation de mon partenaire est-elle au coût de revient? Si vous êtes dans la capacité de répondre favorablement à ces 4 questions-là cumulatives, dans ces cas-là, les factures donc de votre partenaire sont éligibles au SICO. Donc, vous pouvez calculer un SICO et surtout justifier, sécuriser ce SICO-là. Si éventuellement vous n'êtes pas en capacité de répondre à ces 4 questions-là, effectivement, vous ne pourrez pas déclarer du SICO de façon sécurisée. On espère avoir été
clair, en tout cas, sur ce SICO. On a bien conscience qu'on est allé assez rapidement pour aussi tenir cette demi-heure ensemble. Vous avez de toute façon accès à la présentation et accès au replay. Pour finir, comment intervient aussi le cabinet Hemming que nous représentons ce matin? On intervient finalement sur l'intégralité des étapes d'un déploiement de SICO. Alors, ça peut aller de l'idéation et de la maturation de projet jusqu'à effectivement au calcul, à la déclaration, à la justification de votre SICO. Sachant que nous intervenons de façon préférentielle au moment le plus critique, c'est-à-dire la contractualisation entre une société et un ou plusieurs ORDC, et notamment sur du conseil à la rédaction des annexes techniques, à la rédaction des annexes financières détaillées, etc., etc. Donc, que vous soyez société ou que vous soyez ORDC, n'hésitez pas à faire appel à nous pour tout ou partie de ces questions que vous pouvez vous poser. On intervient également sur une structuration, en tout cas une stratégie de retour sur investissement auprès des sociétés en allouant plutôt des investissements sur du CIR ou sur du SICO. Effectivement, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs subtilités à avoir en tête lorsque on veut maximiser ces retours sur investissement en utilisant CIR, SICO, mais également subventions publiques. C'est aussi la beauté de notre pays qui fait qu'on a beaucoup de guichets de financement, mais on s'y perd parfois entre tous ces guichets-là. On vous remercie en tout cas de votre présence virtuelle ce matin et on va, si vous voulez bien, passer aux questions.